Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 janvier et pour commencer le journal du jour, nous allons parler du match entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Un match qu'on avait déjà vu il y a quelques temps, mais pas en Coupe de France, et surtout un résultat bien différent puisque le Paris Saint-Germain se retrouve à être sorti de la compétition, ce qui va drôlement l'ouvrir pour ses prochains matchs et ce qui va nous donner un petit peu de suspense, ce qui n'est évidemment pas malvenu. Nous parlerons également de Mamadou Sakho qui prend sa retraite, de Paqueta qui va avoir une destination mercato assez hallucinante, j'ai pas d'autres mots, de Werner, ce bon vieux Timo Werner qui finalement va peut-être connaître une pré-retraite. Le choix des mots est assez sévère mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et enfin on terminera avec Robinho Vaz, la pépite de l'Olympique de Marseille qui n'est désormais plus à associer à Marseille. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Je cite, de ce que j'ai vu durant tout le match, on a été très supérieur, c'est clair que pour moi c'est un résultat tellement bizarre. Ce sont les mots de Luis Enrique suite à l'élimination du Paris Saint-Germain de la Coupe de France en 16e de finale par le Paris FC. Un résultat qui est évidemment sensationnel au sens littéral du terme, il crée la sensation puisque c'est une grande surprise et c'était pas du tout attendu par les observateurs. Donc avant toute chose, bravo au Paris FC, une petite victoire 1-0 mais un très grand exploit. Voici les compos qui étaient alignés. Et quand on se demande à qui la faute, j'ai du mal à analyser ce match en parlant d'autre chose que Barcola. Je trouve que ça a été l'homme visible de la rencontre, visible dans les bonnes choses parce que le Français a fait des différences absolument énormes, il ne s'est jamais caché, il a toujours été ultra intéressant dans la provocation, mais il a également été l'homme qui a le plus symbolisé l'inefficacité offensive du Paris Saint-Germain et forcément, dur de trouver son match satisfaisant après ça. On a également le cas de Gonzalo Ramos, je le préfère définitivement quand il est entrant, comme absolument tous les observateurs du Paris Saint-Germain, mais il faut dire qu'en face, il a eu un gardien exceptionnel. Le Paris FC doit sa victoire en grande partie à Cambadio qui a tout de même sorti 7 arrêts. Cambiado fait tout simplement un match exceptionnel, il n'y a pas d'autre manière de décrire les choses. Parfois dans le football tu te retrouves face à un mur, et bien ici ça a été parfaitement le cas. Mais attention, du côté du Paris Saint-Germain on ne peut pas seulement se cacher derrière un très grand gardien adverse. Les entrants n'ont pas fait autant les différences que ce que tu espérais. D'ailleurs c'est marrant, c'est le retour de la malédiction parisienne puisque c'est Iconé qui marque, Iconé formé au Paris Saint-Germain, et on sait que le PSG a souvent eu du mal quand ils affrontaient leurs anciens joueurs. Et il y a un homme que j'ai envie de mettre en avant parce que j'en ai pas trop parlé depuis le début de saison mais je trouve que c'est compliqué pour lui en ce moment, c'est Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui a eu un très très gros déchet technique au cours de la rencontre. D'ailleurs quand on revoit le but, difficile de pas penser à Fabien Ruiz de manière indirecte, et finalement le milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain est dans une phase compliquée. On a beaucoup parlé de João Neves, de Vitinha, mais il faut pas oublier que le trio magistral du Paris Saint-Germain il est complété par Fabien Ruiz, et un Fabien Ruiz moins bon, forcément ça donne de moins bonnes choses. Alors le match a été énormément dominé par le Paris Saint-Germain, c'est pour ça que Luis Enrique a eu ses mots durs. 70% de possession, plus de 6 fois plus de tirs, de très grosses occasions, mais lors du trophée des champions, j'avais été un petit peu dégoûté pour Marseille et j'avais dit dominer n'est pas gagner. Et bien ici c'est exactement la même chose, c'est pas Marseille, c'est le PSG cette fois et la formule reste la même, ils ont de quoi être dégoûtés, mais dominer n'est pas gagner, donc félicitations au Paris FC. Fin de carrière pour Mamadou Sakho, et impossible de parler de lui sans repenser à cette fameuse soirée de France-Ukraine, le match de barrage qui nous a permis de nous qualifier à la Coupe du Monde 2014, le doublé du défenseur central parisien, le héros qui, grâce à ce match, est en fait rentré de manière éternelle dans l'histoire de l'équipe de France. Ça n'a peut-être pas été le joueur avec le plus de cap international, mais parfois l'histoire d'une sélection est faite de grands moments. Ce France-Ukraine en était un, Mamadou Sakho en était le principal artisan. Et d'ailleurs, je me suis penché dans la composition de l'époque et j'ai pris un gigantesque coup de vieux. C'est là qu'on voit la longévité de Deschamps car il était déjà sur le banc et la France n'avait rien à voir. On avait du Ribéry, du Pogba, du Matuidi, du Benzema, de sacrés talents quand on voit la galère dans laquelle on s'était mise. Mais autre époque, par exemple Pogba, on le regarde
avec les yeux de ce qu'il a fait en 2018 par exemple, mais à l'époque il était tout jeune, mais franchement même sur les autres noms, repenchez-vous là-dessus. Des mecs comme Evra ou Debuchy, je prends 150 ans à revoir cette époque, on avait du Abidal sur le banc, du Dandro aussi, du Mavouba, mais bref, on va retourner à Mamadou Sakho, une carrière absolument exceptionnelle. Il a fait ses adieux lors de ce match entre le PFC et le PSG, c'est plutôt logique parce que ce sont ses deux clubs formateurs. Il est énormément lié au Paris Saint-Germain où il a disputé plus de 200 matchs, il est ensuite passé à Liverpool, il a pas mal bourlingué, des sélections en équipe de France, c'est une très grande carrière pour Mamadou Sakho, mais une carrière qui aurait pu être encore plus fabuleuse s'il n'avait pas eu énormément de blessures. Regardez-moi ce tableau qui récapitule ses jours d'absence notamment, c'est énorme, c'est toutes les saisons, c'est un gros nombre de matchs, mais c'est un mec qui a jamais lâché, c'est un mec qui s'est toujours accroché, et je pense qu'en fait sa manière de gérer sa carrière malgré l'énorme désavantage des blessures, ça représente bien le joueur qui était Mamadou Sakho, un mec qui lâche jamais rien. Donc félicitations à lui pour cette très grande carrière et bon courage et qu'il s'amuse bien dans l'après-carrière de joueur professionnel. Quelle est loin l'époque où Lucas Paqueta était sur le point de partir à Manchester City pour 100 millions d'euros, et pourtant ça date seulement de 2 ans et demi, c'est encore tout frais. Le transfert avait été avorté pour les affaires de paris truqués. Finalement le joueur a été aujourd'hui blanchi, mais la destination qu'on lui annonce est très différent. C'est Flamengo du côté du Brésil, son club formateur. On l'apprend de Fabrizio Romano et on annonce même qu'il y a un accord entre le joueur et le club. On imagine que le fait qu'il soit brésilien et formé à Flamengo joue beaucoup. C'est un choix du cœur, mais il reste à trouver un accord avec West Ham, et c'est là que ça s'annonce un petit peu plus compliqué, parce que le joueur est valorisé à 35 millions d'euros, ce qui est quand même un montant sacrément important. Surtout que Lucas Paqueta, c'est pas le schéma d'un joueur en perdition qui va retourner dans son club formateur, dans un championnat mineur, parce qu'il est plus capable de mettre un pied devant l'autre. Il reste aujourd'hui performant, c'est un titulaire indiscutable du côté de West Ham, donc c'est un joueur qui a une valeur dans tous les sens du terme. Il a une fin de contrat en 2027, donc on peut dire que si West Ham le lâche maintenant, c'est soit en signe d'une grande reconnaissance pour Lucas Paqueta, soit parce que le joueur fait tellement le forcing qu'ils ont peur qu'il ne parte nulle part en 1 an et demi et que finalement il rejoigne libre Flamengo. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas un transfert à la hauteur de la valorisation du joueur. Paqueta, je le redis, c'est 35 millions d'euros. Voici les plus gros transferts de l'histoire de Flamengo, 22 millions d'euros, c'est le record qui est tout frais. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de voir que leur 4e plus gros transfert à vie, c'est un mec qu'on connaît bien en France, Gerson, qui est passé par Marseille. Alors on peut se dire que pour Paqueta, c'est une trajectoire de carrière relativement décevante, parce que quand on le voyait à l'Olympique Lyonnais, on l'imaginait très très haut, et l'opportunité s'est présentée, c'était Manchester City pour 100 millions d'euros, même un petit peu plus. À l'époque, on parlait entre 100 et 110 millions d'euros selon le temps de change, mais finalement ça s'est pas fait. Bon, en tout cas, il retourne potentiellement dans son club formateur si le deal se fait finalement. C'est un choix qui lui fera sûrement beaucoup de bien. Il y a le joueur, mais il y a également l'homme, faut penser à ça. Mais au fait, il devient quoi Timo Werner? Eh bien, il est sur le point de signer en MLS chez les San Jose Earthquakes, un transfert qui intervient alors qu'il aurait été en fin de contrat cet été avec le club allemand de Leipzig. Et quelle carrière particulière pour Timo Werner quand même. Il faut rappeler qu'au prime de sa valorisation, c'était un joueur qu'on estimait à 85 millions d'euros et aujourd'hui, il est estimé à 3 millions d'euros. Il a été transféré à Chelsea où il a connu 2 saisons qui étaient relativement complexes en termes d'adaptation, mais je me refuse à parler d'échecs purs et simples. Il y avait quand même des choses intéressantes et c'était un peu plus complexe que ça. Il est ensuite retourné du côté de Leipzig où ça a donné 2-3 trucs intéressants, mais où il était très très loin de sa superbe avant le départ à Chelsea, donc on peut dire que ça restait quand même une déception. Et je vais même pas parler du prêt du côté de Tottenham parce que j'ai envie d'être indulgent avec les différents passages de Timo Werner, mais du côté des Spurs, il y avait honnêtement pas grand chose à sauver. Mais c'est un joueur qui avait un potentiel énorme, c'est un joueur qui avait des qualités très visibles sur les terrains, c'est un joueur qui a fait de bonnes choses également avec la sélection allemande où il a de très bonnes statistiques, mais c'est un joueur incroyablement imparfait, c'est un joueur qui a été extrêmement frustrant du côté de Chelsea où tu avais l'impression qu'ils avaient besoin d'un neuf et où il a jamais vraiment accompli ce destin. C'est également un des symboles qu'a lancé, popularisé, remis sur le devant de la scène le fameux phénomène des attaquants de Bundesliga qui déçoivent lorsqu'ils quittent le championnat. En tout cas, Timo Werner, c'est un mec que j'ai toujours trouvé attachant, c'est un mec que j'ai beaucoup critiqué, que j'ai beaucoup défendu également, et là, à 29 ans du côté de la Major League Soccer, on peut dire qu'il tourne la page du très très haut niveau malgré tout.
Je lui souhaite de s'éclater là-bas et ça restera toujours un petit regret de mon côté, même si honnêtement il a fait une belle carrière. Est-ce qu'on a affaire à un nouveau fiasco de l'Olympique de Marseille avec ses jeunes? Eh bien pour moi, l'affaire est un peu plus complexe que ça. Je parle évidemment de Robinho Vaz, l'attaquant marseillais sensation sur ce début de saison, qui va partir du côté de la Roma. C'est officiel, un prêt avec une option d'achat obligatoire à 25 millions d'euros. Et on s'attendait pas à ça, tant c'est un jeune joueur, seulement 18 ans. C'est sa première vraie saison professionnelle du côté de l'Olympique de Marseille. On l'avait vu à l'occasion de quelques rares minutes de jeu la saison passée, mais cette saison, c'est vraiment là où on a mis son nom sur la bouche des supporters marseillais. Il a disputé un peu plus de 400 minutes de jeu pour 19 matchs, 4 buts et 2 passes décisives, et il est valorisé 10 millions d'euros, ce qui montre qu'avec très peu de minutes de jeu, il est déjà considéré comme un élément extrêmement prometteur. Mais je le redis, la Roma, son option d'achat obligatoire, elle est à 25 millions d'euros, bonus compris, ce qui est absolument énorme. Alors concrètement, pourquoi l'Olympique de Marseille va céder un très jeune joueur qui a un potentiel énorme alors qu'il fait à peine ses premières minutes de jeu? Et bien tout simplement parce que malgré le fait que ce soit ses premières minutes de jeu, financièrement il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Il aurait refusé une proposition à 60 000 euros par mois, ce qui est une proposition extrêmement généreuse de l'Olympique de Marseille pour un joueur qui a si peu prouvé dans le monde professionnel. Si tu ajoutes à ça le fait que l'offre de la Roma est à 25 millions d'euros bonus compris, même si tu as une grosse part de bonus, c'est une offre qui est extrêmement généreuse, très dure à refuser pour l'Olympique de Marseille, et tu te dis ok, on a l'assurance que Robinho Vaz va devenir un joueur intéressant, mais on a encore une plus grande assurance que 25 millions d'euros, c'est une sacrée somme et qu'elle est difficile à refuser. Et en fait ça met en avant un truc qui a pas mal été mis sur le devant de la scène dans les médias, mais que je vais dire également parce que je suis très d'accord avec ça. On demande d'être patient avec les jeunes joueurs. Et c'est vrai, parce que quand tu as 18 ans, désolé pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, mais tu restes un gamin malgré tout. Quand tu découvres le monde professionnel du foot, ça peut demander un temps d'adaptation, et découper un mec qui fait ses premières minutes de jeu en Ligue 1 en disant que c'est un nulard, c'est juste une erreur d'analyse, en plus d'être humainement un comportement vraiment pas ouf. Le problème, c'est que cette patience, on la demande dans la critique des joueurs, mais les jeunes joueurs l'ont pas eux-mêmes pour eux. C'est-à-dire que dès qu'ils commencent à rentrer dans le monde professionnel, ils ont des très grosses demandes de salaire, ils ont des très grosses demandes de temps de jeu, et finalement, leurs conseillers essaient de gratter le maximum pour eux à court terme. Le problème, c'est que ça fait que les clubs de Ligue 1 ne peuvent pas suivre, ne peuvent pas forcément prendre ce risque, et c'est ça qui fait que Robinho Vaz va être cédé du côté de la Roma. Donc je lui souhaite quand même de s'éclater là-bas, d'accomplir tout son potentiel, mais c'est dommage pour Marseille. Je comprends néanmoins parfaitement la décision du club olympien. Terminé pour le journal du jour, et avant de parler du sujet de l'après-midi, un petit mot pour Roland Courbis qui nous a quittés. Vous l'avez forcément vu, ça a fait la une des médias sportifs français, et pour cause, c'est un grand monsieur du football français qui nous quitte. Un grand monsieur par sa carrière de joueur, un grand monsieur par sa carrière d'entraîneur, un grand monsieur par sa carrière de consultant, quelqu'un qui ne mâchait jamais ses mots, mais contrairement à beaucoup de gens dans ce milieu, je considère que c'est quelqu'un qui, même dans ses avis tranchés, avait toujours une certaine bienveillance, et ça m'inspire un respect éternel. Donc évidemment, toutes mes pensées vont à ses proches. J'en ai pas fait une news dans le journal, parce qu'au-delà de ces petits mots que je viens de vous dire, j'ai pas grand-chose à dire sur ce très triste événement, et en toute transparence, je suis toujours partagé. Le journal TMF, ça se veut comme étant une sélection d'actualités que je juge pertinente de rapporter. Et évidemment, le triste décès de Roland Courbis mérite largement qu'on s'y attarde. Mais c'est également un format qui est découpé sur TikTok, où les vidéos sont à part, et parfois ça peut presque passer pour de l'opportunisme de faire du contenu sur un événement malheureux. Alors, c'est pas du tout le but. Un journal, ça va parler des événements heureux comme des événements malheureux, mais parfois ça me met un peu mal à l'aise, et même si je suis ok avec mes intentions et que je sais que c'est pas du tout ça, je me dis que le simple fait que ça peut être mal interprété, parfois, me met mal à l'aise. Donc voilà, là j'ai préféré en faire un petit mot à la fin du journal, mais vraiment, je le redis, moi c'est une personnalité médiatique que j'appréciais énormément, au-delà même de l'entraîneur, parce que pour être honnête, je l'ai davantage eu en tête en tant que consultant qu'en tant qu'entraîneur, donc je me devais de faire un petit mot là-dessus. Ça reste une bien triste nouvelle pour le foot français pour commencer cette année 2026. Pour le sujet de l'après-midi, on parlera d'un entraîneur qui n'est plus entraîneur de son club, d'un gros club. Évidemment, c'est l'éléphant au milieu du couloir qui manque dans le journal du jour, donc vous vous doutez de ce dont je vais parler. Ce sera la vidéo de cet après-midi qui fait bien votre journée. Salut!